Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième génération de compositeurs romantiques. J'ai nommé les compositeurs de l'avenir. Alors, cette génération de l'avenir débute à la moitié du siècle et certains vont même parler de guerre des romantiques. Pour ce combat, on a d'un côté les progressistes et de l'autre les conservateurs. Chez les progressistes, appelés aussi Weimar, Weimar, on retrouve Wagner, Liszt et encore Berlioz. Et de l'autre côté, des conservateurs, appelés aussi les Leipzig, Leipzig, on y retrouve Brahms, Carla Schumann et Joseph Joachim. Commençons par Wagner, dont ses dates sont 1813-1883. On voit cette idée apparaître chez lui en 1860 dans la musique de l'avenir. Avant de parler à Paris en 1861, après le scandale autour de Tannhäuser, la nuance entre la musique de l'avenir et l'œuvre d'art de l'avenir est assez subtile, mais pas pour Wagner. Il écrit d'ailleurs là-dessus dans l'œuvre d'art de l'avenir en 1849. Mais pour Liszt, cette nuance n'existe pas du tout. Le terme de musique de l'avenir divise même du coup au sein du camp progressiste. Selon même Brendel, trois époques dans l'histoire de la musique se retrouvent. On a l'ancienne école d'Allemagne avec Bach, Handel, bref, tous les compositeurs baroques. L'influence italienne de Mozart, qui est une musique dite pervertie par l'italianisme, et la nouvelle école allemande construite sur les cendres de Beethoven. La question de la musique de l'avenir n'est pas que musicale, elle devient aussi politique. La France d'ailleurs déteste Wagner, surtout après la défaite de la France à Sedan. À partir des années 1870 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, le courant revanchard qui veut prendre sa revanche sur l'Allemagne, oui, logique, il faut donc trouver une figure à haïr et Wagner est une bonne figure à haïr, tout comme le philosophe de l'avenir par excellence, Friedrich Nietzsche. Passons maintenant à Liszt, dont les dates que voici sont 1811-1886. Liszt est un compositeur virtuose, certes avec une modernité du langage, mais un côté un peu superficiel, tape à l'œil, pour justement en mettre plein la vue aux bourgeois. C'est un jeune exubérant qui n'a pas hésité à applaudir Berlioz quand il était hué. Il était très populaire et s'est toujours intéressé à la modernité. Liszt ne peut donc qu'adhérer aux idées progressives de Wagner. Il y a malgré tout un second Liszt, un Liszt un peu différent, plus posé, plus calme, qui va s'intéresser à la musique symphonique. Cet intérêt lui vient d'ailleurs de Berlioz, cela donne naissance à un nouveau concept, le poème symphonique, qui est un dérivé de la musique à programme et de la symphonie à programme. Et d'ailleurs, le poème symphonique est une œuvre instrumentale symphonique sur une base littéraire où on met en musique le poème simplement par la musique. Le son sont des touches de peinture. On se contente de musique instrumentale, aucun chanteur, aucun récitant, aucun ou rarement de support littéraire distribué au public. L'histoire guide les musiciens, mais n'a pas besoin d'être communiquée au public, la musique suffit. Le poème symphonique est une manière de raconter une histoire sans aucun mot. Pour Liszt, le texte n'est absolument pas nécessaire, la musique raconte très bien tout seul. Et nous avons un second Liszt à plusieurs visages. Il est obsédé par la question de la musique de l'avenir, il va l'élaborer de plusieurs manières. Il va d'abord créer le poème symphonique, mais aussi, dans l'élévation spirituelle, il va jusqu'à devenir abbé. Son troisième visage, c'est le Liszt qui explore les limites de l'atonalité. Son goût pour la modernité le pousse à pousser la modernité dans ses retranchements. Les chromatismes, parcours harmonique très enrichi, on a une complexité de l'écriture, bref, en 1885, il compose du coup la Bagatelle sans tonalité, pièce pour piano complètement incompréhensible à l'époque, mais qu'on peut bien analyser avec cette info de l'expérimentation de la tonalité. On a malgré tout aussi un quatrième visage de Liszt. Il s'intéresse beaucoup au folklore de la musique hongroise, son pays d'origine, même s'il ne parle pas un mot de hongrois. Il a d'abord été très critiqué, notamment par Bartók pour cela,
Ce mode, avec 2 secondes augmentées, a été qualifié de mode Digan. En résumé sur Liszt, 4 visages. Un Liszt tourné vers l'avenir, un Liszt du poème symphonique, un Liszt métaphysique, le Liszt qui s'éloigne de la tonalité et le Liszt hongrois. Autant de manières d'explorer la modernité. Passons maintenant aux conservateurs. On va commencer par Carla Schumann, 1819-1896, et Robert Schumann, qu'on a parlé déjà, 1810-1856, sont dans leur jeunesse des amis de Liszt. Assez rapidement toutefois, la musique de Liszt leur paraît trop moderne, notamment quand il parle dans ses délires pianistiques au moment de la Lisztomania à Paris. Après la mort de son mari, Clara va faire tout pour sauvegarder sa musique. Le camp des progressistes mettait en danger son héritage. Elle devait donc s'y opposer. Parlons maintenant de Johann Brahms, 1833-1897. Lien très fort avec le couple Schumann, surtout Clara. Réputé pour son tempérament bourru, c'est un compositeur du nord de l'Allemagne, solitaire et rustre. Il compose de nombreuses œuvres pour piano et des musiques de chambre, mais surtout 4 symphonies qui font de lui le maître à penser du conservatorisme. Il s'oppose à la musique à programme, il compose des symphonies qui suivent le modèle de la symphonie classique en 4 mouvements. Il va toujours respecter la coupe des classiques à la lettre. Il cherche l'idée de la musique pure et la musique se limite au son seul. Concept du coup phare d'Eduard Hanslick. C'est un concept novateur, mais les conservateurs vont se l'approprier. Les formalistes pensent la musique d'abord comme une organisation de thèmes, de motifs, de développement, bref, comme une forme dans l'idée formaliste de la musique. La musique est un enchaînement de notes combinées qui n'expriment rien. C'est une idée très importante pour les conservateurs. Elle s'oppose au concept de la musique comme art de l'ineffable, de l'indicible, de sens de la musique pure. Pour les formalistes, les conservateurs, la musique pure, c'est uniquement des sons. Pour Liszt, la musique est pure quand elle exprime les sentiments sans intermédiaire, sans transformation et avec pureté. Il n'a pas compris le véritable sens de la non-réciprocité du signe musical. Pour la musique, le triangle sémiotique, que voici ici, ne fonctionne pas. Ça fonctionne très bien en parlant du référent vers le signifiant, mais dans l'autre sens, beaucoup moins. Ça peut évoquer différentes choses chez l'auditeur. Le signe musical va seulement dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est la raison pour laquelle, selon Hanslick, la musique ne peut exprimer. En revanche, il y a un intérêt dans la musique pure, le beau. La musique est belle car elle est la combinaison d'éléments qui vont bien ensemble. C'est le seul intérêt de la musique pure. Concluons maintenant. Le débat se tourne autour de la musique de l'avenir opposant les wagnériens et les brahmsistes. C'est un enjeu de l'héritage de Beethoven que les deux camps revendiquent, à la fois pour sa modernité et pour son classicisme. Ces compositeurs qui marquent le retour en force de la symphonie, qui évolue maintenant dans 2 directions opposées, la symphonie narrative à programme et la symphonie pure, symphonie de Mahler par exemple. Bref, est-ce un débat germanocentré ? En effet, la question de la musique de l'avenir ne se pose pas vraiment hors des frontières allemandes. Ça intéresse très peu les Italiens, les Anglais et les Russes. De manière plus générale, on peut considérer que l'histoire de la musique au XIXe siècle et la théorie de la musique de l'époque sont tournées vers la musique allemande. On considère d'ailleurs Beethoven comme une figure centrale sur laquelle on se base pour juger de la qualité de la musique. La théorie de Schenker et les théories de la musique en général sont souvent très européocentrées et on peut considérer qu'elles sont fondées sur des pensées racistes. Ce sont des questions qui agitent la musicologie depuis récemment. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour me le signifier. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.
N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, et sur ce, bonne révision et musicalement vôtre.